Alors, tout d'abord, je vous remercie d'être présent à cette conférence. Je remercie les participants et le conférencier en cette période un peu exceptionnelle. Donc, on peut avoir la chance d'avoir comme conférencier José Guillermo Fernandez de l'Université fédérale du Pará. Monsieur Fernandez était à Montréal au mois de mars pour, pas exclusivement pour donner une conférence dans le cadre des Midis du Sierra, mais entre autres, il venait à Montréal et il allait donner une conférence. Mais malheureusement, sa conférence a été annulée pour les raisons qu'on connaît. Et il a accepté de donner sa conférence après son retour au Brésil, donc en direct sur Zoom. Donc, on le remercie chaleureusement. Avant de commencer, je vais peut-être juste expliquer brièvement la façon qu'on va procéder. C'est qu'on a une conférence d'1 heure. Donc, on va avoir un 30-40 minutes de conférence par le conférencier et ensuite, il va y avoir une période de questions qui sera allouée aux participants. Pour les questions, vous pourrez soit m'envoyer un courriel par le chat ou la conversation ou d'une quelconque façon, je pourrais vous donner la parole. Ou sinon, si vous préférez, vous pourrez taper vos questions à l'écran avec le clavier sans problème. Pour faciliter les échanges, donc évidemment, pendant la conférence, tous les micros vont être coupés, sauf celui du conférencier. Mais évidemment, pendant la période de questions, on pourra allumer les micros. Donc, je vais laisser tout de suite la parole à notre conférencier, José Guillermo Fernandez, qui est professeur agrégé à l'Université fédérale du Pará. Et sa conférence s'intitule « Recherche et développement collaboratif dans une communauté traditionnelle dans l'estuaire du fleuve Amazon ». À vous. Merci beaucoup. Bonjour encore. Je voudrais remercier pour l'invitation à participer de Midis Sierra Montréal, à Eric Chalifou, coordinateur général du centre, à Maria de Lourdes Santana pour tous les soutiens qui m'a été apporté. Merci beaucoup, Maria. Et principalement à vous pour l'intérêt à nous rejoindre dès maintenant. Malheureusement, nous traversons une période très difficile pour le monde entier, mais être ici en ce moment signifie beaucoup pour notre résistance et notre capacité à résoudre la distanciation. Le titre recherche et développement collaboratif se réfère à le but de ma participation est de mettre en lumière l'histoire de l'anthropisation de l'espace côtier des États du Pará à l'Amazonie brésilienne, en évidence une identité locale liée au peuples autochtones qui permettent une mémoire et un patrimoine qui influence le développement local des communautés traditionnelles en collaboration avec l'Université des pouvoirs publics et la société civile, les communautés locales. La conférence s'organise en partie. La première partie, vision sur l'Amazonie, en 3 parties, une vision économique, développementaliste et conservationniste, une géographique et une culturelle. Je vais parler rapidement chaque une vision. Géographique, c'est la vision de l'Amazonie comme poumon du monde pour sa vaste végétation tropicale, aussi pour contribuer à minimiser le réchauffement climatique et aussi pour la réserve de biodiversité. L'Amazonie se situe au sud
dans l'Amérique du Sud, dans les pays Brésil, Paraguay, Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie, Venezuela, Guyane française, Suriname. Il y a des 40 000 espèces de plantes, 300 espèces de mammifères, 1300 espèces d'oiseaux. Alors, beaucoup de choses. Et finalement, dans la vision économique, il y a l'Amazonie, c'est la plus grande réserve d'eau douce du monde, 20% de l'eau mondiale. Oui. Autre vision sur l'Amazonie, c'est la vision économique, exactement la vision développementaliste et conservationniste. D'une part, il y a une vision démographique de l'Amazonie comme un vide démographique, et par conséquent, pour les grands investissements dans l'hydroélectricité, exploitation minière, un discours pour le développement du Brésil à partir de l'Amazonie. D'autre part, il y a un discours conservationniste de protection des peuples autochtones et isolés, pour garder en sécurité des connaissances traditionnelles, ainsi que la biodiversité et la durabilité des ressources naturelles. Et finalement, il y a une vision culturelle de la diversité des peuples et de diversité d'écosystèmes. Actuellement, il y a 230 ethnies à Amazonie qui parlent environ 180 langues maternelles. Et il y a aussi la diversité d'écosystèmes, comme dans les biomes amazoniens, diversité d'écosystèmes comme forêts secs, forêts inondées, mangroves, champs, bancs de sable, savanes, plages. Mais malheureusement, ici, les bassins du fleuve Amazon, oui, la région de ma recherche se situe à l'estuaire du fleuve Amazon. C'est possible en observer la région de l'estuaire dans la carte de PowerPoint. C'est possible? Ah, merci. Ici, la région de l'estuaire. Oui. Bien. Autre partie de ma présentation se réfère à l'histoire de l'anthropisation dans l'Amazonie brésilienne. Il y a une histoire très longue d'anthropisation à la région, la présence de beaucoup de peuples à l'Amazonie dans cette époque et les mouvements migratoires qui en résultent et inscrits dans les vestiges archéologiques qui peuvent être observés en Guyane française, autour de 6000 BP, before present, à 2000 BP, l'existence des vestiges archéologiques à la Guyane française, mais aussi à la région du bas fleuve Amazon, à la région de la ville Santarém. Spécifiquement dans la ville Monte Alegre, autour de 11 000 BP, et dans la région de ma recherche, la région côtière de l'Amazonie brésilienne, il y a des vestiges autour de 6 000 BP. Ce sont mémoires de traces de contact entre les peuples.
alors, la vision d'un vide démographique pour l'Amazonie brésilienne n'est pas, n'est pas sustentable, oui, parce qu'il y a des peuples beaucoup des années au long de l'histoire de l'ère précolombienne à l'Amazonie. Mais il y a l'histoire de l'anthropisation à partir de la colonisation. Alors, la présence des colonisateurs comme sauveurs des moutons perdus, une vision biblique, et également la vision des colonisateurs comme dominateurs du peuple indigène. L'affirmation du discours de sauvagerie des autochtones et de la civilisation supérieure européenne qui renforce les principes de la conquête comme l'obligation d'assimilation de la culture du blanc, une vision colonialiste et de l'hégémonie culturelle. C'est fortement présent les discours de la nécessité d'une culture blanche inclus à l'université. Troisième part, je traite de les concepts et je parle de les concepts que j'utilise, qui est communauté traditionnelle. Parce qu'au Brésil, les concepts plus fréquents n'est pas autochtone, mais communauté traditionnelle. Il y a un règlement du gouvernement fédéral sur les concepts des communautés traditionnelles qui dit le peuple et communauté traditionnelle se caractérisent par la dépendance économique de la nature et une connaissance approfondie des cycles naturels. Aussi, la notion de territoire dans lequel le groupe se reproduit, vivant dans cet espace depuis plusieurs générations. L'importance de l'unité familiale, domestique et communautaire. Aussi, la réduction de l'accumulation de capital. L'importance des symbologies, mythes et rituels. La technologie utilisée a un faible impact sur l'environnement. Et finalement, l'auto-identification avec une culture différente des autres groupes proches. L'utilisation des concepts autochtones au Brésil n'est pas fréquente. Alors, l'utilisation de ma part des concepts de communauté traditionnelle à la titre inclus. Bien, la situation des communautés traditionnelles dans ces moments au Brésil. Bien, les politiques publiques au Brésil peuvent se situer dans des pas. Le gouvernement de centre-gauche de 2002 à 2016 ont fait un décret pour l'Institut, la politique nationale des peuples et communautés traditionnelles, qui les caractérise pour une organisation sociale propre et pour l'occupation et l'utilisation des territoires et des ressources naturelles comme condition de leur reproduction
à travers des générations. Le décret 6040 de l'année 2007 institue ces politiques pour les peuples et communautés traditionnelles. Et plus récent, un décret de 2016, décret 8750, a créé le Conseil national des peuples et des communautés traditionnelles pour promouvoir le développement durable des peuples et communautés traditionnelles, en vue de reconnaître, de renforcer et de garantir les droits de ces peuples et communautés, y compris ceux de nature territoriale, socio-environnementale, économique, culturelle et leur usage, coutumes, savoir traditionnel, ancêtres, connaissances traditionnelles et savoir-faire, les formes d'organisation et leurs institutions. Je peux dire le gouvernement de centre-gauche un grand progrès sur les politiques du peuple et communautés traditionnelles, inclus avec des politiques éducatives comme cours d'éducation interculturelle à niveau supérieur. Mais je crois que des personnes connaissent l'actuelle situation du Brésil. Alors, après le gouvernement de Bolsonaro, je prends des pages de journaux du Brésil. Le titre est Bolsonaro diminue le nombre de conseils de participation sociale au gouvernement. Ici, Orpailleur demande l'aide de Bolsonaro pour mettre fin aux opérations de supervision d'IBAMA. IBAMA, c'est l'Institut d'environnement, de protection d'environnement au Brésil. Après, Bolsonaro réduit les ressources financières d'IBAMA pendant la période des incendies dans les forêts amazoniennes. Et finalement, se réfère à la situation actuelle, la double menace pour les peuples autochtones d'Amazonie qui représente la COVID-19 et aussi l'invasion des territoires des communautés traditionnelles des indigènes. Oui. Bien. Considérant la situation des peuples et communautés traditionnelles et aussi le rôle de la science, je pense la nécessité de la réflexion sur les significations de la science aujourd'hui. Je pense que la science occupe un rôle important, principalement au Brésil, mais il y a deux types de sciences. Une science néolibérale et une science social-démocrate. La première, c'est la science qui est basée sur la liberté, le consumérisme et le productivisme. Cette possibilité scientifique commence avec l'émergence de la science positiviste moderne qui a apporté la promesse d'autonomie à l'humain. En revanche, vient l'inégalité sociale et la discrimination culturelle se sont imposées à ceux qui n'ont pas adhéré à la nouveauté du Xe siècle. D'autre
façon, il y a une science social-démocrate, la science qui est basée sur la soutenabilité et le développement durable pour la survie mondiale face à la croissance de la pauvreté. Ainsi, c'est une science plus humaniste, mais elle est centrée aux valeurs eurocentriques du bien-être. Je pense que c'est nécessaire. Nous regardons à une valeur du bien vivre. C'est un peu différent de bien-être. Bien vivre, au bon vivre, c'est une valeur à partir des indigènes d'Amérique du Sud. Bien. Après, la région, ce sont images de la région de mon travail scientifique. C'est une région de mangroves. Une autre image de l'Amazonie, et principalement l'image de l'Amazonie se réfère à forêt ou les grands fleuves, rivières. Mais il y a autre Amazonie, c'est l'Amazonie des plages, c'est l'Amazonie côtière, différent de c'est l'Amazonie des forêts, des grands fleuves, et aussi l'Amazonie des destructions d'environnement. Il y a une Amazonie des plages et des mangroves. Oui, bien. C'est une Amazonie très riche aussi, parce que proche de cette Amazonie, il y a une découverte récente ici, ici, un grand banque corallien et aussi de grandes possibilités d'une réserve de ressources marines. Oui, la localisation de la ville de São Caetano de Odivelas, dont j'ai fait ma recherche, c'est ici, dans la carte, oui, très proche de les grandes banques coralliennes de découvertes récentes. Bien. Comme nous sommes à São Caetano de Odivelas, bien, notre proposition est l'inclusion de la recherche sur le terrain, né, avec des natifs, des personnes de la ville, à partir des principes, la collaboration participative et aussi la production de savoir conjoint la population locale. La collaboration participative, j'utilise comme référence une citation de Gagné, oui, qui a dit: les projets collaboratifs à la base de la recherche renvoient à un intérêt commun et les deux catégories d'acteurs s'y engagent sur la base du respect de leurs intérêts respectifs liés aux enjeux de leur culture de production de savoir, tout en se laissant imprégner de la perspective des uns et des autres. Et c'est intéressant parce que prendre les principes, les concepts et changer les concepts pour une pratique, c'est un défi
que nous avons fait avec des grandes difficultés, mais c'est possible. Ici, l'image d'une réunion avec la population locale. Ce sont des pêcheurs. Et après, un problème de mortalité dans une fleuve, dans une rivière locale. C'est la professeure des domaines de biologie qui explique sur les causes de la mortalité dans les rivières. Alors, au même temps qu'elle a expliqué sur les causes, le pêcheur retourne avec des connaissances locales. C'est une possibilité pour la collaboration participative et inclut des productions de savoir. Bien, et la production de savoir, cette production a lieu avec des instruments de recherche quantitative. Il y a des études statistiques qui existent sur la communauté à partir de notre expérience, et aussi recherche qualitative comme un entretien sur la tradition orale, aussi à partir de documents, de bibliographies. Notre volonté est de systématiser des savoirs locaux et scientifiques à partir des dialogues de savoir pour la construction des politiques collaboratives de gestion et de développement conformément à une connaissance située dans son univers immédiat. Et ainsi, la participation dans une réunion des professeurs, des formations des professeurs, où nous pouvons produire des savoirs ensemble. Et ce qui sera l'avenir dans les études sur l'histoire de l'Amazone. Nous avons découvert un site archéologique, site Cachoeira, à São Caetano de Odivelas, situé dans les mangroves, avec, ce sont des vestiges céramiques précolombiennes et historiques à partir des colonisateurs. Oui, alors ce sont des temps présents à la ville de São Caetano. Et à partir de cette découverte, nous pouvons organiser des cours ensemble la communauté, des cours archéologiques, des cours archéologiques pour la participation de la population dans les constructions des savoirs. Et dernièrement, à partir des phénomènes de COVID-19, notre groupe de recherche fait en recherche statistique sur l'isolement social ensemble des étudiants
des centres universitaires locaux de São Caetano. Et ici, la divulgarisation de la recherche sur l'isolement social dans ces villes locales de l'Amazonie. Nous comprenons que c'est un résultat effectivement d'une recherche collective et ensemble entre population locale et université. Finalement, je vais remercier plus une fois la présence de vous. Excusez-moi pour la difficulté de la prononciation du français. Et je vous demander que les questions possibles soient dites lentement pour ma compréhension. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fernandez. Alors, s'il y en a qui ont des questions, vous pouvez, peut-être, je vous inviterai peut-être à les écrire dans le fil de conversation ou parce que si vous levez la main, je ne vous verrai pas toutes. Je ne vois pas tout le monde en même temps. Donc, s'il y en a qui veulent se manifester, je pense que de votre côté, vous pouvez activer, je pense que vous pouvez activer votre micro peut-être. Donc, il n'y a pas de questions, je vais me lancer. Oh, ici, on a une question ici. Alors, Carole, si tu veux, je peux activer ton micro peut-être? Voilà. Vas-y, Carole. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Je me demandais un petit peu par rapport à la collaboration, justement, comment s'était mise en place la collaboration et comment vous avez fait en sorte que les locaux participent, en tout cas, au projet. Et vous disiez au début qu'il y a eu beaucoup de défis. Et donc, je me demandais, en fait, quels avaient été ces défis et surtout comment vous y avez répondu, en fait, dans le cadre de votre projet. Merci. Quels sont les défis sur la réalisation des projets? Oui. Oui, oui. Bien, je pense que le principal défi, c'est la déconfiance entre les peuples locaux et l'université. Parce que d'autres cherchaient à réaliser des recherches à la ville, mais il n'y a pas de changement comme un retour de savoir pour des personnes de la ville. Alors, c'est un problème toujours dans la recherche au Brésil inclus. Je pense que c'est le principal défi pour changer la condition de confiance entre les chercheurs et la population locale. Merci. Peut-être un des éléments de la question, je ne sais pas si vous l'aviez compris au début, c'était, il t'a demandé de quelle façon ou comment avait été mise en place la collaboration entre votre équipe et les participants locaux. Donc, de quelle façon vous aviez approché les communautés? Nous avons des avantages, oui. Un part de l'équipe de recherche, ils sont de la communauté.
Dès l'année de 2019, il y a un cours de bac, non, je ne sais pas comment se parle au Canada, licenciature, la formation des professeurs. Hein. Il y a un cours dans le domaine des lettres et une partie de l'équipe de recherche, c'est local. Alors, il y a une possibilité de circulation sur la communauté, même parce que le travail de recherche, il n'est pas seulement réalisé dans la ville principale, mais aussi dans un village de la municipalité de São Caetano. Alors, c'est une autre possibilité de travail avec la participation effectivement des personnes de la communauté. OK, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, merci José Guilherme, c'était très bien. Et, je voulais savoir la communauté locale, parce que tu nous as donné une définition, vous avez de communauté locale selon la loi. La communauté locale dans laquelle vous travaillez, est-ce qu'elle s'identifie comme une communauté traditionnelle, autochtone ou pas, quilombola? Ou... J'aimerais savoir un peu plus sur ça, sur la communauté dans laquelle vous travaillez, et aussi sur le travail que vous faites aussi sur la tradition orale. Quel est le travail que vous faites avec cette communauté sur la tradition orale? Bien, Maria, non? Oui, oui, c'est moi, Maria. Oui. Bien, l'identification des communautés traditionnelles au Brésil, c'est une question d'haute au bas. C'est une détermination en général gouvernementale. Et beaucoup de fois, la communauté n'a pas une reconnaissance sur la condition. Mais d'autres modes, en contrepartie, il y a beaucoup d'avantages sur la condition pour les reconnaissances des communautés traditionnelles, inclus en économique, des patrimoines territorial hein, aussi, parce que la propriété de la terre dans ces communautés, pour la propriété, c'est très important la communauté s'organiser autour d'une personne effectivement pour une reconnaissance des communautés traditionnelles. Mais notre travail, dans notre travail, notre préoccupation, c'est la reconnaissance d'un point de vue culturel, oui, comme une identification, reconnaissance d'une identité proprement, hein, mais on travaille à long temps après. Hein, mais une part de la communauté, oui,
reconnaître, non? Oui, comme une communauté traditionnelle, parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs. Oui, et le pêcheur, c'est une activité de reconnaissance comme communauté, comme peuple traditionnel. Oui, bien. Relatif à la tradition orale, pour ma formation, je viens du domaine des lettres. Je travaille avec des mythes, histoire orale. Toujours les travail du groupe de recherche se réfère en principe à partir, c'est meilleur, à partir des entretiens et des enregistrements d'histoires personnelles, hein, des individus, et aussi à partir de l'histoire des mythes locaux. Oui. Ainsi, je pense que la tradition orale, c'est le principe de tout le travail de recherche dans le local où se réalise. Eh bien, merci. Donc, il y avait Sarah Petrella qui avait une question. Sarah, oui. Ah, donc je pose la question comme ça, vous m'entendez? Oui. Oh, alors, donc merci pour la présentation et j'étais particulièrement intéressée par l'aspect archéologique des recherches que vous avez mentionnées. Et j'aurais voulu savoir si vous pouviez nous dire plus des objets découverts de la période coloniale et de la manière dont les communautés autochtones ou traditionnelles sont amenées à participer à ce type de recherche archéologique. Bien, Sarah, merci beaucoup pour ta demande. Bien, le travail archéologique commence récemment. Oui, il y a un archéologue, Paulo Canto, un archéologue brésilien qui a travaillé dans la région côtière de l'Amazonie, hein, exactement à l'histoire Amazonie, principalement avec je ne sais comment ça s'appelle au Brésil, nous appelons sambaqui. C'est la même chose au Canada, sambaqui. Des formations de... Bon, je ne sais pas. Après, je vais... Bien, Paulo Canto travaille à la région côtière et il a rencontré des vestiges de céramique indigène, probablement, hein, de 6000 BP, before present, et aussi des vestiges de céramique historique de période coloniale. Dans ce moment, nous sommes à réunir la population pour informer sur les sites. En vrai, ce sont des sites. Un site que nous appelons Cachoeira et autre site est Tapera. Bien, une chose très intéressante
est-ce que la région des mangroves, il n'y a pas des études plus fréquentes sur la région relative à l'existence des sites archéologiques. Alors, c'est une découverte qui devrait être plus travaillée avec des communautés parce que les vestiges, ils sont très divers dans les terrains. Alors, en fonction de la COVID, le travail a fermé, ont fermé, les travail ont fermé dans ces moments. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Salut, vous m'écoutez? Oui, bonjour. Oui, on vous Oui. entend. Bonjour. Oui, c'est juste pour vous saluter et dire que je suis heureuse de pouvoir participer des rencontres de Sierra finalement. Ah, oui, oui. J'espère que après la pandémie, on peut continuer avec le vidéoconférence, comme ça on peut rester un peu plus proche. Et aussi, mes congratulations à mon collègue José Guilherme, parce que je sais qu'au Brésil, maintenant, on est dans une situation pour faire de la recherche. C'est presque, Oui. on est presque poursuit. Bon, le gouvernement est presque contre notre thème de recherche et comme ça, mes salutations, j'ai rentré dans les sites de l'université pour connaître mieux votre recherche et congratulations parce que je sais comment c'est difficile de faire, de travailler avec la communauté traditionnelle. Oui. Et comme ça, c'est très intéressant que vous avez réussi aussi de répondre déjà à quelque chose à propos de la pandémie, du coronavirus. Donc, congratulations. Merci. Et j'espère qu'on puisse continuer avec ces rencontres. Merci. Merci Et heureuse de vous voir. pour votre participation. Merci. Bon, ben, je pense qu'on va terminer la conférence. Juste avant de terminer, j'aimerais encore remercier notre conférencier, José Guilherme Fernandez. Merci beaucoup d'avoir accepté cette visioconférence en dépit de cette période difficile que tout le monde vit actuellement. Merci, Rick, et à toutes et à tous.